C'était l'automne 1994 à Reims, une ville historique au cœur de la région Champagne, en France. Connue pour ses rues médiévales sinueuses et sa majestueuse cathédrale gothique, Reims dégageait un charme ancien, une tranquillité qui semblait immunisée contre les murmures du monde moderne. Mais, en ce 12 octobre, la sérénité a été brisée par une découverte choquante qui allait plonger la communauté dans un sombre mystère. Laetitia Dubois, une talentueuse professeure d'art de 32 ans, originaire de Paris, était la personnification de la passion et de la vivacité. Ses journées étaient remplies de la beauté de l'art, de l'effervescence de ses élèves et de la promesse d'un avenir brillant. Elle vivait dans un charmant appartement rue de Vesle, un refuge rempli de livres, de toiles et de la mélodie de Chopin qui s'échappait souvent par ses fenêtres. Cependant, ce jour-là, le silence était la seule musique. Ce fut Madame Claire Moreau, une voisine de longue date et amie intime, qui la première sentit que quelque chose n'allait pas. Laetitia, toujours ponctuelle et attentive, n'avait pas répondu à ses appels du matin. La porte de l'appartement, entr'ouverte, ce qui était inhabituel pour la professeure méticuleuse, augmenta l'appréhension. La gorge serrée, Madame Moreau a poussé la porte, et l'image qui s'est présentée à ses yeux ne l'a jamais quittée. Laetitia gisait sans vie dans le salon, son art et sa passion réduits au silence pour toujours. Le cri d'horreur de Madame Moreau a résonné dans les rues pavées, attirant l'attention, et, en quelques minutes, la police de Reims a été alertée. Le commissaire Marc Fournier, un homme avec le poids d'années de service gravé sur son visage, a été le premier à arriver sur les lieux du crime. L'atmosphère dans l'appartement de Laetitia était dense, chargée d'un calme troublant qui contrastait avec la violence de l'acte. Le corps de Laetitia était dans une position contre nature et les signes d'une lutte étaient évidents. Un vase en céramique, qui ornait auparavant une petite table, était brisé sur le sol, ses fragments dispersés comme des témoins silencieux d'une attaque brutale. Un tiroir de son bureau était ouvert, ce qui suggérait initialement un vol. Cependant, une inspection préliminaire a révélé un paradoxe intrigant. Rien d'apparemment précieux n'avait été pris. Les bijoux, l'argent et les petits objets d'art étaient restés intacts, soulevant la première de nombreuses questions. L'équipe médico-légale, dirigée par la Der Sylvie Moreau, une pathologiste de renom, est arrivée peu après, transformant la maison de Laetitia en un laboratoire improvisé. La Der Moreau a estimé l'heure du décès entre 19h et 22h la nuit précédente, un créneau horaire qui est rapidement devenu le centre de l'enquête. Avec des gants et de la méticulosité, l'équipe a commencé à collecter chaque fragment, chaque fibre, chaque indice qui pourrait élucider ce qui s'était passé. Parmi les premiers indices, une empreinte de pas partielle a été trouvée près de la porte d'entrée et des fibres inconnues étaient collées aux vêtements de la victime. De petits détails, mais qui pourraient s'avérer cruciaux. Pendant que la science médico-légale commençait son travail, le commissaire Fournier et son équipe ont plongé dans la vie de Laetitia Dubois. Elle était célibataire, mais avait une vie sociale active, en particulier dans les cercles artistiques de Reims. Sa passion pour la peinture et l'histoire de l'art était contagieuse, et elle était adorée par ses élèves et ses collègues. Récemment, Laetitia avait remporté une bourse d'études prestigieuse pour un programme de master à Florence, une opportunité qu'elle avait ardemment recherchée et qui représentait le point culminant de sa carrière. Cette réussite, bien que célébrée par beaucoup, avait également suscité une certaine envie, un ressentiment silencieux chez certains de ses pairs et même chez certains élèves qui se sentaient éclipsés par son talent. La vie de Laetitia semblait être une toile vibrante, mais quelqu'un avait décidé de l'effacer cruellement, et la police de Reims était déterminée à découvrir qui. L'enquête sur Laetitia Dubois s'approfondissait, et avec les indices tangibles, des ombres de mystère apparaissaient. Le commissaire Fournier a analysé la liste des appels téléphoniques de la victime, une routine quotidienne qui, soudainement, est devenue une carte de contact possible. Parmi les appels d'amis et de membres de la famille, des appels anonymes depuis des cabines téléphoniques, toujours à des heures inhabituelles, ont attiré l'attention.
Ils étaient brefs, sans message enregistré, juste un silence troublant avant d'être raccroché. S'agissait-il de simples erreurs ou d'une forme de surveillance? Un mystère, en effet. Les premiers suspects sont naturellement apparus du cercle de Laetitia. Pierre Lambert, un ex-petit ami avec qui elle avait rompu quelques mois plus tôt, a été l'un des premiers à être interrogé. Il a manifesté de la tristesse et du choc, mais son alibi était solide. Il était à Paris pour une conférence d'affaires, avec des témoins et des registres d'hôtels confirmant sa version. Un autre nom qui est apparu était celui d'Antoine Dubois, sans lien de parenté, un ancien élève de Laetitia, connu pour sa nature volatile et pour avoir échoué à l'une de ses matières les plus importantes. Antoine nourrissait un ressentiment clair contre la professeure, se sentant injustement traité. Cependant, après un interrogatoire tendu, il a également présenté un alibi, bien que moins solide, mais confirmé par ses parents qui ont attesté qu'il était à la maison la nuit du crime. L'équipe de Fournier s'est déployée, interrogeant plus de 40 personnes, voisins, collègues, élèves, galeristes. Chaque témoignage ajoutait une pièce au puzzle, mais aucune ne semblait s'ajuster parfaitement. L'affaire ressemblait à un enchevêtrement de ficelage. C'est alors qu'un nom a commencé à apparaître plus fréquemment dans les récits. Cédric Vidal. Cédric était un voisin discret qui vivait à l'étage du dessous de Laetitia. Il était connu pour être un artiste talentueux, mais avec une personnalité retirée, presque recluse. Le lien entre lui et la victime allait au-delà du voisinage. Cédric avait été l'élève de Laetitia des années auparavant, et plus récemment, il avait été l'un des candidats à la même bourse d'études à Florence que Laetitia avait remportée. L'envie, un poison silencieux, semblait être un mobile potentiel. Les soupçons concernant Cédric Vidal se sont intensifiés lorsqu'il a soudainement disparu de Reims, quelques jours après le meurtre. L'explication de son départ était une prétendue offre d'emploi dans une autre ville, Toulouse, dans un studio d'art. Cependant, l'enquête a révélé que l'emploi était faux. Le studio avait fermé des mois auparavant. Ce mensonge éhonté a jeté une ombre encore plus grande sur Cédric. La police a tenté de le localiser à Toulouse, mais il semblait s'être évaporé. Pendant que la recherche de Cédric Vidal continuait, une découverte tardive a ajouté une autre couche de complexité à l'affaire Dubois. Les registres téléphoniques d'une cabine publique près de l'appartement de Laetitia ont montré un appel passé du numéro de la victime vers cette cabine au petit matin suivant le meurtre, vers 3 heures du matin. Qui aurait pu passer cet appel? Était-ce le tueur qui essayait de semer la confusion, ou y avait-il un témoin oculaire que la police n'avait pas encore trouvé? La Dre Morao a confirmé que Laetitia était déjà morte depuis des heures à ce moment-là. L'appel post-mortem, passé depuis l'appartement même de la victime, était une énigme troublante. Malgré des efforts inlassables, l'enquête a commencé à s'essouffler. Sans Cédric Vidal, le suspect le plus prometteur, et avec les pistes s'évanouissant dans des impasses, l'équipe du commissaire Fournier s'est retrouvée dans une impasse. La presse locale, qui avait initialement couvert l'affaire avec ferveur, a commencé à se taire et l'intérêt public a diminué. Après 6 mois de travail acharné et frustrant, toutes les pistes d'enquête étant apparemment épuisées, l'affaire Laetitia Dubois a été classée comme non résolue, une blessure ouverte dans le cœur de Reims. Le dossier a été fermé, mais la mémoire de Laetitia et la quête de justice sont restées vivantes pour ceux qui la connaissaient. Le classement de l'affaire Dubois n'a pas apporté la paix à Reims, seulement un silence pesant, une ombre qui s'est étendue sur la ville. Pour ceux qui ont connu Laetitia, la blessure est restée ouverte, palpitante. Elle n'était pas seulement la victime d'un crime brutal. C'était une âme vibrante, une artiste prometteuse, dont les rêves ont été fauchés de manière abrupte. Son appartement, autrefois un sanctuaire de créativité, était maintenant un rappel silencieux d'une vie interrompue. Chloé Martin, la meilleure amie de Laetitia depuis l'université à Paris, a ressenti l'absence de manière plus aiguë. Chloé, une curatrice d'art en devenir,
avait partagé avec Laetitia non seulement l'amour de l'art, mais aussi les peurs et les ambitions les plus intimes. Laetitia était une lumière pure, se lamentait Chloé, dans une interview qui n'a jamais été diffusée, gardée dans les archives de la police. Elle avait une façon de voir la beauté là où personne d'autre n'en voyait. Et cette bourse pour Florence, c'était tout pour elle, le point culminant d'années de travail acharné, de sacrifice. Elle était sur le point de décoller, de conquérir le monde de l'art. Mais il y avait une ombre sur cela, une jalousie qu'elle ressentait, mais qu'elle ne pouvait pas nommer. Chloé a raconté ses conversations avec Laetitia sur la façon dont son amie se sentait observée, comment certaines personnes ne semblaient pas supporter son succès, en particulier la victoire de la bourse, que beaucoup d'autres artistes talentueux désiraient également. Le directeur Jean-Luc Fournier, de la prestigieuse École des Beaux-Arts de Reims, où Laetitia enseignait, a également exprimé sa profonde tristesse et la perplexité de la communauté académique. Laetitia était une inspiration pour ses élèves et pour ses collègues. Son talent était indéniable, sa passion contagieuse. Sa mort a été un coup terrible pour l'école, pour la ville. C'est une tragédie. Il a mentionné que Laetitia s'était récemment impliquée dans des recherches sur l'authenticité des œuvres d'art, un projet qui, à l'époque, semblait académique et inoffensif, mais qui, rétrospectivement, aurait pu avoir des implications plus profondes. Pour le commissaire Marc Fournier, le classement de l'affaire a été un coup personnel. Il avait consacré des mois de sa vie à l'affaire Dubois, et le sentiment d'échec le hantait. Même après la fermeture officielle, Fournier a continué à revoir le dossier pendant ses heures de libre, incapable d'accepter que la vérité resterait cachée. Il sentait qu'il manquait quelque chose, une pièce cruciale qui lui avait échappé. Cependant, la pression hiérarchique était implacable. Avec d'autres crimes et de nouvelles enquêtes exigeant son attention, Fournier a été contraint de s'éloigner de l'affaire Laetitia, une décision qui pesait sur sa conscience. « C'est comme laisser une partie de moi derrière », a-t-il confié à un collègue. « Chaque fois que je voyais sa famille, je sentais que je les avais déçus. C'est un fardeau. » Dans l'un de ses derniers actes non officiels sur l'affaire, Fournier a demandé une analyse graphologique de certaines notes anonymes que Laetitia avait reçues des mois avant sa mort. Ces notes, initialement considérées comme de simples manifestations de jalousie ou de mécontentement d'élèves, ont maintenant pris une nouvelle signification. C'étaient des messages courts, parfois énigmatiques, qui parlaient de secrets cachés et de vérités qui éclateraient. La graphologue, une spécialiste à Paris, a indiqué que l'écriture semblait contenue, mais avec des traces d'une personnalité obsessionnelle et méthodique, suggérant que l'auteur était quelqu'un avec un contrôle considérable sur ses émotions, mais avec une profonde veine de ressentiment. Ce n'était pas une piste concrète, mais cela ajoutait une couche de complexité à la toile de mystère qui entourait Laetitia, suggérant qu'elle était peut-être au courant de quelque chose de dangereux. Malgré la persistance de Fournier et les analyses supplémentaires, aucune d'elles n'a été suffisante pour rouvrir l'affaire. Le temps passait, et l'affaire Dubois est devenue un nom de plus dans la longue liste des crimes non résolus. Un fantôme à Reims, attendant une justice qui semblait de plus en plus improbable. Le dossier a pris la poussière, l'espoir diminuant chaque année qui passait. Le meurtre de Laetitia Dubois s'est solidifié en tant que cold case. Un crime irrésolu, une tache dans l'histoire de la paisible ville de Champagne, qui semblait avoir oublié, mais qui n'avait jamais pardonné. La vie de Laetitia, si prometteuse et vibrante, avait été réduite au silence, et les réponses, pendant près de 3 décennies, sont restées dans l'obscurité. 25 ans se sont écoulés depuis que l'affaire Dubois a été classée, devenant une cicatrice invisible de plus dans l'histoire de Reims. Le temps, implacable, a recouvert le dossier d'une patine d'oubli. Mais pour la famille et les amis de Laetitia, la douleur est restée aussi vive que le jour de la découverte. L'espoir de justice, un fragile flambeau, s'était presque éteint. Mais en 2019, la scène a changé. Une initiative de mémoire judiciaire à Reims, axée sur la révision des crimes froids à l'aide de nouvelles technologies et de perspectives,
a remis l'affaire Laetitia Dubois au premier plan. Au cœur de cette réouverture se trouvait l'inspecteur Sophie Delacroix, une jeune et brillante enquêtrice, avec un historique enviable de résolution de mystères oubliés depuis longtemps. Son esprit vif et sa détermination inébranlable en faisèrent la personne idéale pour se plonger dans les détails poussiéreux d'un crime qui semblait insoluble. Sophie Delacroix a passé des semaines immergée dans les archives, une montagne de papiers, de photos et de rapports qui racontèrent l'histoire tragique de Laetitia. Elle a revu chaque témoignage, chaque photographie de la scène du crime, à la recherche d'un détail qui aurait pu être ignoré, d'une nuance qui aurait échappé aux yeux des enquêteurs de l'époque. À chaque page tournée, elle ressentait un lien croissant avec la victime, comme si Laetitia lui chuchotait des secrets de l'au-delà. L'inspectrice a réexaminé les indices initiaux, l'empreinte de pas partielle, les fibres inconnues, le vase cassé. Tout semblait déjà avoir été minutieusement analysé, mais Sophie croyait à la maxime selon laquelle la vérité se cache dans les endroits les plus évidents ou les plus inattendus. C'est lors d'une révision méticuleuse de la description de la scène du crime, confrontée aux photographies de l'époque, que Sophie a remarqué quelque chose de subtil. Un léger renfoncement dans le mur de la chambre de Laetitia, presque imperceptible, derrière une étagère à livres. Quelque chose qui pourrait être confondu avec une ancienne imperfection structurelle. Avec une intuition aiguisée, elle a demandé une nouvelle inspection de l'appartement, qui était encore inoccupé et préservé comme preuve. Et là, comme un secret gardé pendant des décennies, elle a découvert un faux panneau. Derrière, habilement dissimulés, se trouvaient les pages arrachées du journal de Laetitia, les mêmes qui avaient été considérées comme disparues. Un coup de théâtre. Le contenu de ces pages était explosif. Laetitia avait consigné des notes détaillées sur un complexe schéma de contrefaçon d'art qu'elle avait découvert dans les coulisses du musée local. Et, encore plus choquant, les pages révélaient une relation troublée et non réciproque avec Antoine Chevalier, le conservateur en chef du musée, un homme respecté et, jusqu'alors, au-dessus de tout soupçon dans la communauté de Reims. Chevalier, qui s'était réinventé au fil des ans en tant qu'influent philanthrope culturel, était, selon le journal de Laetitia, le cerveau derrière les fraudes. Elle était sur le point de dénoncer ses activités illicites et l'avait rejeté tant sur le plan professionnel que sentimental. L'obsession de Chevalier pour Laetitia et sa peur d'être démasqué ont été les catalyseurs de sa fureur. Les pages du journal, écrites avec l'urgence de quelqu'un qui connaît un danger imminent, peignaient un tableau sombre de jalousie, de rejet et de vengeance. Avec cette nouvelle information vitale, Sophie Delacroix a revisité les preuves médico-légales originales. Les fibres inconnues trouvées sur les vêtements de Laetitia, autrefois un mystère, ont été soumises à une analyse d'ADN avancée, une technologie inexistante en 1994. Les résultats ont été surprenants. L'ADN trouvé sur les fibres appartenait à un homme, et le profil génétique a été inséré dans les bases de données criminelles et généalogiques. En même temps, l'empreinte de pas partielle a été reconstruite numériquement, révélant un motif de semelle de chaussures inhabituel. De nouvelles interviews ont été menées, en commençant par ceux qui avaient travaillé avec Laetitia et Antoine Chevalier au musée. Les révélations du journal ont donné un nouveau contexte à d'anciennes conversations, et plusieurs témoins, maintenant avec la perspective du temps, ont commencé à se souvenir du malaise de Laetitia vis-à-vis de Chevalier, de la façon dont elle évitait de rester seule avec lui, et des regards intenses qu'il lui lançait. Une collègue de Laetitia qui avait mentionné seulement de manière fortuite à l'époque que Laetitia et Chevalier avaient des différences artistiques, a maintenant avoué que Laetitia avait exprimé sa peur, disant que Chevalier était trop possessif dans ses idées, un homme dangereux. Ce qui n'était autrefois qu'un vague soupçon a maintenant pris forme, une forme sombre, avec le nom d'Antoine Chevalier. Avec le nom d'Antoine Chevalier résonnant dans l'esprit de Sophie Delacroix, l'enquête a pris un nouveau but urgent. Les fibres inconnues, autrefois un mystère insoluble, ont été le premier lien à être réexaminé avec la rigueur de la science moderne.
L'analyse d'ADN avancée, réalisée dans un laboratoire de pointe à Paris, a confirmé que le matériel génétique appartenait à un homme. Le profil a ensuite été croisé avec des bases de données criminelles et plus largement avec des registres généalogiques, un outil puissant qui n'existait pas dans les années 90. Chaque jour qui passait, le filet se resserrait autour d'un nom. La reconstruction numérique de l'empreinte de pas partiel, trouvée sur les lieux du crime, a également apporté des révélations surprenantes. En utilisant des logiciels médico-légaux de dernière génération, l'équipe a réussi à recréer le motif de la semelle de la chaussure avec une précision impressionnante. Ce n'était pas une chaussure ordinaire. L'analyse a indiqué un modèle spécifique d'une marque de luxe française, fabriqué en édition limitée et vendu uniquement dans quelques boutiques exclusives. Plus que cela, il y avait une usure particulière sur la semelle, indiquant une démarche caractéristique, peut-être de quelqu'un avec une légère asymétrie ou une habitude de marcher d'une manière particulière. C'était une empreinte digitale de la démarche du tueur. Les révélations du journal de Laetitia, qui détaillait le schéma de contrefaçon d'art et le rejet d'Antoine Chevalier, ont pris un poids encore plus grand. Les nouvelles interviews menées par Sophie ont approfondi l'image de Chevalier comme un homme au tempérament explosif et avec une obsession croissante pour Laetitia, une ancienne secrétaire du musée qui avait pris sa retraite et vivait oubliée dans un petit village en Alsace, s'est finalement sentie à l'aise de partager un secret qu'elle gardait depuis des décennies. Elle se souvenait d'une discussion animée entre Laetitia et Chevalier des semaines avant le meurtre sur l'authenticité et l'intégrité. La secrétaire a décrit Chevalier comme furieux, rouge de colère, et Laetitia pâle, mais ferme. Il l'avait menacée, lui disant qu'elle le regretterait si elle se mêlait de ses affaires. À l'époque, la secrétaire n'y avait pas prêté beaucoup d'attention, mais maintenant, le poids de ses paroles la hantait. Avec la combinaison de l'ADN, du motif d'empreinte de pas unique, du journal et des nouveaux témoignages, l'inspecteur de la Croix n'avait plus de doute qu'Antoine Chevalier était le véritable tueur. Le problème était qu'Antoine Chevalier avait disparu du radar de Reims depuis de nombreuses années, comme beaucoup de ceux qui cherchent à recommencer après des scandales ou des tragédies. La recherche de lui a commencé, non plus comme le conservateur respecté, mais comme un fugitif potentiel. L'équipe de Sophie Delacroix a plongé dans les registres publics, les bases de données d'emploi et les médias sociaux, cherchant toute trace. L'indice est venu d'une ancienne nécrologie de 2010, d'une dame à Toulouse, où un Thierry Bertrand était listé comme son seul fils. Une recherche plus approfondie a révélé que Thierry Bertrand avait hérité d'une petite galerie d'art et menait une vie discrète dans la charmante ville universitaire. La description physique, l'âge et l'historique d'intérêt pour l'art correspondaient au profil d'Antoine Chevalier. C'était lui. Antoine Chevalier s'était réinventé en tant que Thierry Bertrand, un homme nouveau, essayant d'effacer son passé à Reims. Une équipe de surveillance a été discrètement envoyée à Toulouse. L'homme connu sous le nom de Thierry Bertrand était observé jour et nuit. Ses habitudes étaient méthodiques. Petit déjeuner dans la même boulangerie, promenade matinale le long de la Garonne, après-midi à la galerie et dîner dans des restaurants locaux. La patience était la clé. L'occasion de collecter l'ADN de Thierry Bertrand est survenue dans un café bondé, où il avait l'habitude de lire le journal. Après qu'il eut fini son café au lait et soit parti, l'un des agents, déguisé, a rapidement saisi la tasse de café jetée de la table, s'assurant que personne d'autre ne la touche. La tasse a été emballée et envoyée d'urgence au laboratoire. Les jours d'attente ont été tendus, mais la confirmation est arrivée. L'ADN dans la tasse de café de Thierry Bertrand correspondait parfaitement à l'ADN trouvé sur les fibres de la scène du crime de Laetitia Dubois. Il n'y avait plus de doute. Antoine Chevalier, le conservateur d'art respecté de Reims, l'homme qui s'était réinventé en tant que Thierry Bertrand à Toulouse, était le tueur. La justice, qui pendant près de 3 décennies semblait être un rêve lointain, était enfin à portée de main. Le cold case de Laetitia Dubois était sur le point d'être classé.
La prochaine étape serait l'arrestation, un moment que Sophie Delacroix et son équipe attendaient avec un mélange d'appréhension et de satisfaction. La vérité, enfin, éclaterait au grand jour. L'arrestation de Thierry Bertrand, l'Antoine Chevalier reclus de Toulouse, a été discrète mais décisive. Confronté par l'inspecteur Delacroix et son équipe, il n'a offert aucune résistance. Sa réaction a été d'un calme troublant, presque résigné, admettant seulement qu'il savait que l'affaire Dubois reviendrait un jour le hanter. Lors de l'interrogatoire, le masque de philanthrope culturel de Thierry Bertrand a commencé à s'effondrer. Pressé par les preuves irréfutables, l'ADN le liant à la scène du crime, la reconstruction de l'empreinte de pas, les révélations du journal de Laetitia et les nouveaux témoignages, Chevalier a confessé. Sa confession, bien que partielle au début, a révélé une obsession maladive pour Laetitia, alimentée par la jalousie de sa bourse d'études et le rejet professionnel et sentimental qu'elle lui avait imposé. La peur que Laetitia ne dénonce son système de contrefaçon d'art a été le catalyseur final de la fureur qui l'a conduit à utiliser le vase brisé, trouvé sur les lieux, comme arme du crime. Des empreintes digitales partielles sur un fragment du vase, réexaminées avec des techniques modernes, ont scellé son destin. Le procès d'Antoine Chevalier a eu lieu en 2020, à Reims, près de 26 ans après le meurtre de Laetitia. La sœur de Laetitia, Marie Dubois, a ému le tribunal avec un témoignage déchirant sur la perte et l'attente de la justice. Les pages du journal de Laetitia, trouvées derrière le faux panneau, ont été la preuve irréfutable de la préméditation de Chevalier et de son plan de la faire taire. L'expertise psychiatrique a dressé le profil d'une personnalité narcissique, incapable d'accepter le rejet ou l'échec. Le verdict a été unanime, coupable. Antoine Chevalier a été condamné à 28 ans de prison, une peine qui pour beaucoup ne compensait toujours pas les décennies de douleur et la vie fauchée de Laetitia. Pour l'inspecteur Sophie Delacroix, l'affaire Laetitia Dubois était plus qu'une victoire professionnelle. C'était la réaffirmation que la justice, même tardive, trouve toujours un chemin. Elle a visité le tombeau de Laetitia, une simple pierre tombale dans un cimetière de Reims, et y a laissé une unique rose blanche. Le passé, qui chuchotait des secrets, a finalement été réduit au silence par la vérité. Le crime de Laetitia Dubois, un cold case qui a hanté Reims pendant des générations, a finalement été résolu, prouvant que, aussi enterrée qu'elle soit, la vérité trouve toujours un moyen de faire surface. Et à Reims, l'ombre de la tragédie a cédé la place à la lumière de la justice. Si vous connaissez un cold case, une affaire oubliée, rappelez-vous, l'espoir ne meurt jamais. La vérité vous attend.